Mais De Gaulle s'est fait savonner la planche. Donc il a eu une tentative quand même, alors, parce que ça c'est une tentative de Gaulle de revenir un peu. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'était une bonne chose qu'il a soutenu De Gaulle. Et tu sais, moi je dis toujours que ce qui est dommage, c'est que Napoléon n'ait pas été un général de Louis XVI, que Robespierre n'ait pas été un ministre de la Justice chrétien de Louis XVI. Là, je peux te dire que la France aurait été une tuerie atomique. Aujourd'hui, on parlait pas anglais, on parlait français. Je pense que dans le même ordre, c'est dommage que De Gaulle ait trahi l'héritage spirituel de la France et se soit rallié à l'anti-France. Je pense que si il avait été un ministre de la 4ème République, mais pas de celle qu'on a connue, mais de la 4ème République chrétienne, corporative et familiale, je pense qu'il aurait été un personnage exceptionnel. Bon, c'était un personnage exceptionnel dans certains sens, comme Talleyrand. Mais je crois qu'ils ont mis leur talent au service du mal. Voilà. Alors, on me demande aussi, alors on me demande quel était le rôle joué justement par Pétain sur le Veldiv. Ça, c'est une question qui revient. Voilà. Alors, pour le Veldiv, c'est très intéressant comme question. Sincèrement, j'ai répondu longuement à cette question dans la vidéo que j'ai faite pour la... Je renvoie à la concurrence, mais bon, j'en ai marre de rabâcher aussi. Mais pour dire les choses simplement, l'aval à négocier, c'est en gros, on vous laisse prendre des étrangers, en revanche, vous ne touchez pas aux Français. Voilà, en gros. Pour plus de détails, je renvoie à la vidéo que j'ai faite pour l'agence Info Libre. Alors on me dit aussi, Mitterrand faisait fleurir la tombe de Pétain tous les gens jusqu'à ce que ça fasse polémique. Il disait qu'il voulait saluer le vainqueur de Verdun, mais pensez-vous qu'il était au fait de ce que vous avancez en ce qui concerne De Gaulle et Pétain? Alors, il y a un livre très intéressant que j'ai lu il y a des années de ça, et avant que je devienne anti-gaulliste, entre guillemets, qui a été écrit par Georges-Marc Benabou. Ah, le fameux. Ouais, non, mais il a écrit un livre vraiment très très bien. Je l'avais lu à l'époque, tu vois, je révisais le barreau. Je l'ai lu à la bibliothèque municipale à laquelle je révisais. Et ça s'appelle Jeune homme, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et c'est Mitterrand qui raconte à Benamou son rapport à Laval, à Pétain, à De Gaulle, etc. C'était vraiment passionnant. Il faut que je relise ce bouquin. Et Mitterrand disait à Benamou, mais vous savez, De Gaulle, c'était pas lui l'âme de la résistance française. Et à l'époque, je comprenais pas pourquoi il disait ça. Tu vois? Parce que je connaissais pas l'ORA, tout ça. Et je ne comprenais pas pourquoi Mitterrand disait ça à Benamou. Et il faut que je relise ce livre. Mais je pense que Mitterrand, qui lui aussi avait une culture catholique, savait très très bien, il savait très très bien, Mitterrand, qui était véritablement Pétain. Et Pétain a sauvé la France, on oublie un peu de le dire, à Verdun d'une part, sachant qu'à Verdun, après, il y a Nivelle qui lui a succédé pour une partie de la bataille, mais surtout, il a sauvé la France en 1917, Pétain. C'est-à-dire qu'il y a eu de très grands troubles dans l'armée française, tu sais, les mutineries. Les Français ne voulaient plus se battre, ils ne comprenaient pas pourquoi on les envoyait dans des offensives qui ne servaient à rien. Et c'est Pétain qui a redressé le moral des troupes. Et j'ai découvert un livre il n'y a pas longtemps, à la librairie Facta, pour qui je fais de la pub, parce que j'achète parfois certains de mes bouquins chez eux. La librairie d'Emmanuel Ratier. Je viens de me cramer. Ouais. Mais ils ont des très bons bouquins, donc il faut le dire. Et j'invite les gens à aller jeter un petit coup d'œil à l'occasion. Le général Spears, le fameux général Spears qui avait chopé De Gaulle le 16 juin au soir pour lui dire « tu viens avec nous », a écrit un livre qui s'appelle « De Gaulle-Pétain, deux hommes qui ont sauvé la France ». Alors je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, j'ai pas eu le temps de le terminer, mais il raconte bien comment Pétain en 17 a sauvé la France en rétablissant le moral de l'armée, en traitant de façon humaine la question des mutineries, etc. Voilà. Ouais, ça... Mais Mitterrand n'était pas dupe, pour en revenir à la question. Quand on a une culture classique, sérieuse, quand on sait ce que c'est que le bien et le mal, et Mitterrand le savait, c'est pourquoi il est coupable d'ailleurs, à l'instar de Gaulle. C'est parce qu'il peut pas... on dit souvent qu'il n'y a pas de péché sans conscience du péché. Enfin, c'est pas moi qui le dis, ça c'est la doctrine de l'Église. De Gaulle et Mitterrand, je pense, avaient conscience du péché. Mais ils étaient aveuglés par leur orgueil. Il était franc-maçon aussi, Mitterrand. Ah ça, je sais pas. Ah non, il n'était pas franc-maçon. Il n'était pas franc-maçon. Je pense le dire de façon certaine, parce qu'Henri Coston, a évoqué dans un livre que j'ai pas en tête là, qu'en fait, il s'était pointé pour une initiation, et il y a quelqu'un qui a ressorti les casseroles de la Francisque. Et après, on a dit, ah non, pas de ça ici, tiens, comme par hasard. Et donc, au revoir, quoi.
Ah ouais, parce qu'il a fait quand même une bâtir de Mais monuments. je vais te dire, ouais. qu'il ait le temps pour franc-maçon ou pas, on s'en fout. Oui, Ce que je note, c'est qu'il a promu un logiciel intellectuel qui est celui de l'anti-France. Après, qu'il ait le tampon de franc-maçon, je veux dire, on s'en fout presque. Tu vois. Ce qui compte, c'est que... ce qui compte, hélas, c'est qu'il est promu... Enfin, il a fait avancer des valeurs qui détruisent la France. il y a une autre question. Alors voilà, on me dit, je voudrais savoir si vous avez rencontré des anciens résistants communistes. Je peux vous garantir qu'un proche ancien résistant communiste est ulcéré de la transformation de l'histoire. Les collabos étaient la bourgeoisie locale de droite qui sont subitement devenus résistants à la libération. Bah, voyons. Connaissant son récit, je peux répondre et même donner des noms de collaborateurs notards de droite Eh bien, bien qui évidemment n'ont pas qu'il y a été des collaborateurs. inquiétés en se convertissant à la fin de la guerre. Mais bien évidemment. Pour rappel, il y a eu très peu de résistants de droite et d'extrême droite. Je vous mets au défi de trouver une liste de plus de 500 noms résistants de droite en 1940. En retour, je vous ferai parvenir une liste de 5000 collabos notoires. Alors là, il a très mal joué dans le sujet, puisque en 1940, il n'y a pas de résistance de gauche. En 1940, la résistance, c'est quoi? C'est le colonel Groussard, Cagoulard. C'est Lustonelaco, Cagoulard. Paul Dingler, Action française. La résistance qui est à De Gaulle, De Wavrin, Cagoulard. Colonel Rémy, Cagoulard. La résistance de gauche n'existe pas en 1940. Donc au lieu de faire le malin, faut se renseigner. Et aller au fait. Qu'il y a eu des collabos de droite, bien entendu. Ah bah, voilà. Mais voilà, et sachant les 500 des résistants, c'est complètement con. Moi, je donne-moi 5 noms de résistants de gauche en 1940. Ouais. Bref. Donc, d'ailleurs, Dominique Vénère, dans son histoire de la résistance, un chapitre qui s'appelle, je crois, Résister à l'ombre de Vichy, qui explique bien, voilà. D'ailleurs, c'est pareil, Général Colson, Végan, les prémices de l'ORA, Picandard, enfin, ils étaient tous de droite, même, pardon, d'extrême droite. Hein. Je sais que c'est pas bien de le dire, mais voilà, donc ça me fatigue, ça. Allez au fait. Voilà, allez au fait. Alors, on me dit aussi, voilà, Monsieur Adrien Brosier aurait-il une idée concrète et pragmatique pour reprendre le pouvoir afin de parvenir à instaurer une authentique nation française? J'en ai beaucoup, mais sincèrement, c'est pas le sujet de ce soir. Ah bon, ben voilà, on en reparlera. On promet, on en reparlera. Mais c'est la question de la prise du pouvoir est capitale. Bon ben voilà, on en reparlera en fait. Hein. Ouais. Alors, on me dit aussi, est-ce que l'ultra-diabolisation et les déformations de l'histoire de la doxa ne viennent pas du fait que Pétain était pour un retour à une certaine tradition? Évidemment. D'ailleurs, tous les dirigeants prônant le retour à la tradition sont diabolisés. Bah oui, tout à fait. Quand on consacre la France au cœur immaculé de la Vierge, ça s'appelle pas l'anti-France. Hein. Ça s'appelle pas l'anti-France. Quel acte plus beau? J'aimerais qu'on le dise, quoi. Quel acte plus beau que de consacrer la France au cœur de la Vierge? C'est... Bref. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore 68 n'est pas plutôt une conséquence du rapatriement de l'or de la France suite au futur abandon du dollar en 71? Ça a pu jouer, hein. Peut-être que les Américains ont... Sincèrement, ça a pu jouer, mais je n'ai pas creusé la question 68 énormément. Enfin, pas sous cet angle-là. C'est possible, mais là, je ne me prononce pas. Mais le fond du problème de 68, c'est pourquoi la gauche est aussi puissante. Et j'y reviens, elle est aussi puissante parce que De Gaulle lui a donné les clés en 1944. Alors justement, tiens, par rapport à De Gaulle, c'est vrai, De Gaulle, il a voulu rétablir la monarchie. Non. Alors ça, c'est un mythe. De Gaulle. C'est un mythe, ça, parce que voilà, on me le dit, oui, il aurait voulu rétablir la monarchie. Alors ça, c'est une question très intéressante. Voilà. C'est très intéressante. De Gaulle a eu une correspondance avec le comte de Paris, Orléans. Ouais. Eh bien, moi, je le dis, je préfère la République aux Orléans. Voilà. Parce que la République, c'est la République des Lumières. La République qu'on a connue, c'est la République des Lumières, mais les Orléans, c'est la monarchie des Lumières. Il n'y a pas de différence de fond entre la monarchie du Juillet et les républiques qui ont suivi. Et le régime que voulait faire Pétain était une république, mais l'esprit qui reposait sur l'héritage spirituel de la France était plus proche de la monarchie que la monarchie Juillet, qui a le nom de monarchie, qui a un roi à sa tête, mais l'esprit philosophique qui l'anime était la philosophie des Lumières. Donc moi, je suis plus Philippe que Louis-Philippe. Donc, ça c'est intéressant, c'est vrai que De Gaulle on a souvent dit il avait rendu s'il avait remis un Orléans en pouvoir, ça aurait été une casserole de plus à son actif. Ouais, donc parce que ça aurait été dans la continuité, donc ouais, voilà, ouais. Ok, pas de vraie rupture. Alors
On me dit pourquoi M. Abosi ne se pose-t-il pas la question de l'authenticité de ses biographies, de lui tire sa relecture de l'histoire et rejette-t-il les travaux d'historiens basés sur des archives? Mais quels autres travaux, j'ai envie de Mais dire. déjà, les historiens que je cite, vous croyez qu'ils n'ont pas travaillé sur des archives? Ouais. Non mais franchement. Ça, mon cher fatigant. Géronimo, ouais, c'est pas une... Quand je cite, écoute, mon cher Géronimo, renseigne-toi. J'ai envie de te dire, je te cite les évangiles à nouveau, cherche et trouve. Cher Géronimo, tu cherches et tu trouves. Qui était Henri de Kérélis? Quel intérêt a-t-il à mentir? Pourquoi Bachler Stucky, ambassadeur, aurait intérêt à mentir? Est-ce que Dominique Vénère, qui a fait son travail sur la résistance, ment? Est-ce qu'il invente des faits? Est-ce que Robert Aron ment? Est-ce qu'il invente des faits? Est-ce que Paul Baudouin ment? Est-ce qu'il invente des faits? C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et puis c'est des gens différents, on va Est-ce pas dire qu'ils que, appartiennent tous au Raoul même moule. Hilberg ment? Est-ce qu'il a inventé des faits? Bref, franchement, c'est fatigant ce genre de questions. Ouais, En gros, toutes les sources qui viennent du système sont bonnes, par définition, et celles qui sortent de la doxa sont mauvaises, c'est fatigant, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits. Vérifier si les faits que j'évoque sont vrais ou faux. Ouais. Point. La question de l'étiquette, je m'en tape. Les faits et rien que les faits. Alors, il y a une question intéressante de Max Noé. Il me dit Adrien, as-tu lu La guerre des trois fous de Bernard Fay, qui fut un proche collaborateur Bernard Fay, qui fut un proche collaborateur de Pétain. Très intéressant, ce fut lui qui fut en charge de récupérer les archives maçonniques. Oui, j'ai lu d'ailleurs son truc sur les archives maçonniques. Je dirais pas qu'il me l'a prêté. Je vais pas le compromettre. Mais j'ai lu son truc sur les archives maçonniques. C'est intéressant, mais c'est pas non plus méga excitant, quoi. Ceci étant, Bernard Fay, j'ai lu quelques bouquins de lui. Il a écrit un bouquin sur Louis XVI qui est vachement bien. Je recommande le Louis XVI de Bernard Fay. C'est écrit avec un style magnifique. J'ai pas lu La guerre des trois fous. Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas me prononcer dessus. Mais c'est un auteur que je vais creuser parce que le peu de choses que j'ai lu de lui est écrit dans un français exceptionnel. Vraiment un très beau style. Et le fond de ce que j'ai lu pour l'instant, après je me prononce pas sur le reste de son œuvre, mais ce que j'ai lu pour l'instant de lui, son bouquin sur Louis XVI, et un autre bouquin qu'il a fait qui s'appelle La franc-maçonnerie et la révolution du XVIIIe siècle, me semble-t-il, j'ai beaucoup en souvenir le Louis XVI qui m'a marqué, l'autre là je l'ai un petit peu moins, mais il me semble que ça va dans le bon sens, quoi. Alors, on me dit aussi, alors, un mot sur le SAC qui effectuait les sales besognes du parti gaulliste. Sur le SAC, service d'action. Je connais pas en détail le SAC, donc c'est le truc fait par Pasqua, c'est une milice officieuse, quoi, de barbouzards, quoi, plus ou moins. C'est un peu le principe de la milice, quand même, non Non, quand même pas, faut pas exagérer. Encore que, quand on creuse, mais je vais te dire, là, on sort de la période 40-44, j'ai pas autant creusé, mais il y a quelqu'un qui pourrait évoquer ça de façon peut-être un peu plus intéressante, c'est René Rionnier. J'invite les gens à lire son livre qui s'appelle Réquisitoire contre le mensonge, un bouquin anti-gaulliste. Et il a écrit aussi un autre bouquin qui s'appelle Offense au chef de l'État, puisque suite à son bouquin, il y a eu des petits problèmes. Hein. Ouais. Mais j'aime bien ces mecs-là. Franchement, ils ont des blondes, quoi. Et, chapeau. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore pourrais-tu parler des JOFTA et que penses-tu du PPF, Parti populaire français, décrit comme collaborationniste? Alors, JOFTA, je vois pas ce que c'est. Alors, PPF, si je dis pas de bêtises, c'est le parti de Doriot. Si je dis pas de bêtises, parce que je confonds peut-être avec le parti de la Roque. En tout cas, le parti de Doriot était collaborationniste. Mais c'était ce qu'on appelle les collaborationnistes de Paris. Et Pétain et Laval n'avaient aucune influence sur eux. Et au contraire, ils crachaient beaucoup sur les gouvernements de l'époque. Sachant que Jean Tracou, dans son livre Le Maréchal Aulien, raconte l'entretien physique qu'il y a eu entre Doriot et Pétain. Et il raconte que Pétain, parce que Pétain était quelqu'un d'apparence froide, il cachait sa timidité derrière une froideur, mais en même temps, il avait des traits d'humour parfois assez glacial. Enfin, il était assez glacial, quoi. Pardon. Et il avait dit à Doriot, je vais vous faire fusiller ou je sais pas quoi, et Jean Tracou, qui était là, à côté de Pétain, raconte que Doriot perlait, voilà. Ou dit, non, j'aurais dû vous faire fusiller au Maroc, enfin, je sais plus, un truc comme ça. Mais en gros, coup de pression, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites ça encore Parce qu'il y a tellement de questions. Alors, quel est ton avis sur des auteurs comme Delassus, le Marquis de la Franquerie, Louis Hubert Rémy? Alors, Louis Hubert Rémy, je n'ai lu de lui que son bouquin sur Jeanne d'Arc, qui est capital, parce qu'il évoque la triple donation de Jeanne d'Arc. Je laisse les gens creuser cette question, c'est pas le sujet. Et puis je suis pas spécialiste de la question, et tu vois, quand je maîtrise pas un sujet, je préfère laisser, enfin, tu vois, je préfère ne pas y aller. La Franquerie, Delassus, pardon, Delassus, ouais. œuvre capitale. Pierre Hélard en parle mieux que moi.
si vous le recevez dans les mois à venir, on va le recevoir. demandez-lui, vraiment, Monseigneur Delassus, Monseigneur Gaume, ça c'est des trucs qui lèvent le cerveau, quoi. Enfin, au bon sens du terme, hein, qui remettent les idées bien droites, quoi. On parle pas mal de Delassus en ce moment dans ce que j'appelle la nouvelle opinion publique, c'est bien. Il faut aussi parler de Monseigneur Gaume. J'ai lu un bouquin de lui qui s'appelle Le Traité sur le Saint-Esprit. Je remercie les personnes d'ailleurs qui me l'ont donné, qui fait du bien, quoi. Qui fait vraiment du bien, qui remet les idées dans le bon sens. Ensuite, le Marquis de la Franquerie, capital, le Marquis de la Franquerie. Oui. Son livre La mission divine de la France vraiment touche au cœur de l'âme française. Même si je suis pas d'accord à 100% avec lui. Des fois, je pense qu'historiquement, il se plante un peu. Mais globalement, la Franquerie a compris la place que jouait le catholicisme dans l'âme française. Et son message, c'est que si la France n'est pas fidèle à la croix, elle se fait châtier. Et l'histoire va un peu dans ce sens-là, quand même. Hein. Moi, je dis toujours, comme je dis tout à l'heure, allez voir dans les transports en commun, voilà, quoi. Il y a une question, alors, aussi, qui est intéressante, quand même. On me dit... oui, est-ce qu'on pourrait porter un t-shirt du maréchal? Mais est-ce que c'est vrai, il est interdit de faire la concrètement? Déjà, j'ai envie de dire, quel est le rapport entre les crimes de guerre et la tête de Pétain? Parce que ça, c'est les réflexes, c'est ça qui est intéressant, c'est que la gauche rend bête. La gauche rend con. Pourquoi la gauche rend bête? La gauche nous incite à renoncer à la religion, mais la religiosité, si je peux m'exprimer ainsi, fait partie des êtres humains, on a ça en nous. Donc la gauche substitue à une religion des dogmes politiques. Et pourquoi on ne peut pas discuter avec les gens de gauche? Parce qu'on a face à nous des religieux, qui ont des réflexes de fanatiques religieux, et qui fonctionnent avec des réflexes pavloviens de religieux. Donc, tête de Pétain, crime de guerre. Mais quel rapport? Explique-moi. Il n'y a pas de rapport, c'est comme ça, et puis c'est tout. C'est un dogme. C'est un dogme qui est hissé au rang de religion, presque. Et c'est pourquoi moi, les gens de gauche m'emmerdent dans la vie de tous les jours, parce qu'on peut discuter de rien. Déjà, ils sont incultes très souvent. Très souvent, ils sont incultes. Pourquoi? Parce que comme ils se coupent du passé, ils ne peuvent pas s'en alimenter. Donc ils n'ont pas de culture classique. Bon, c'est très rare, ça peut exister, hein, bien sûr. Et je dis pas que les gens de droite sont tous des cerveaux, voilà, il faut bien se comprendre. Mais les gens de gauche m'emmerdent au quotidien, dans la vie de tous les jours, parce que ils sont incultes, très souvent, et parce qu'on peut discuter de rien. On a face à nous des religieux, des ayatollahs du politiquement correct, avec qui on ne peut parler de rien, et qui ont des réflexes pavloviens qui structurent leur cerveau, qui fait que, voilà, on a face à nous des ayatollahs, quoi. Ouais, parce que Pétain, c'est vrai que c'est cette image, Pétain, Hitler, on les met dans le même panier, hein, limite. C'est complètement débile. Voilà, j'ai vu, c'était Mélenchon qui disait sortir de l'euro, c'est maréchaliste. C'est un peu ça. Oui, je crois que son cerveau a dû sortir de sa tête, là. Je pense que Mélenchon est quelqu'un de cultivé et d'intelligent, et je crois que lui-même ne croit pas à toutes les conneries qu'il raconte. Et on me dit, est-ce que c'est vrai est-ce que Louis-Ferdinand Céline est victime encore de nos jours du mensonge que vous dénoncez? Alors, je vais vous dire, Céline, je connais pas le dossier Céline très bien, donc j'ai pas envie de me lancer dessus. Ce que je peux dire, c'est un écrivain. Tout le monde trouve qu'il est génial. Peut-être l'est-il. Moi, sincèrement, c'est pas la littérature que j'aime, quoi. En termes de style, le point d'exclamation de 3 petits points, ça me gonfle. D'ailleurs, une petite anecdote personnelle qui finira un jour dans un roman que j'écrirai. J'étais un jour dans un dîner en ville, à Paris. Et puis justement, on parlait de littérature, on commence à parler de Céline. Et puis moi je dis, bon, moi je suis plutôt Stendhal, quoi. Je suis plutôt, voilà, Balzac, Stendhal, Bernanos, et j'en passe. Et une personne me dit, mais comment tu peux critiquer Céline? Il a inventé le point-virgule. Alors, en fait, le style de Céline, c'est que, je sais pas si tu sais, c'est qu'il mettait un point d'exclamation, il mettait 3 petits points à chaque fois. Donc là, je me suis dit, est-ce que je le crucifie sur place en lui disant non, c'est pas le point-virgule, c'est le point d'exclamation de 3 petits points, et si celui qui a inventé le point-virgule, c'est que t'en as pas lu une ligne. Moi, j'ai pas fait. Mais voilà. Mais il y a un pédantisme célinien, c'est pour dire qu'il y a un pédantisme célinien qui me gonfle. Après, j'ai pas tout lu de Céline, moi j'ai lu Le Voyage. Alors Le Voyage, il n'avait pas son fameux style encore. Hein. Le Voyage au bout de la nuit, Mora Crédit, et puis... Bagatelle pour un massacre. Non, pas Bagatelle pour un massacre. Enfin, j'en ai lu des passages de ça, mais bon, ça m'a pas excité. Qu'est-ce que j'avais lu de lui aussi
Ah oui, d'un château à l'autre, justement, qui parle un peu de notre période. Mais sincèrement, le point d'exclamation de 3 petits points, j'arrive pas. C'est pas ça que je recherche. Moi, j'aime les styles un peu plus purs, à la Maurice Sachs, à la Stendhal, à la Bernanos dans un autre style, à la Romain Roland, voilà. Faudra que je revienne un jour pour parler littérature. Ça pourrait être sympa. On n'en parle pas assez. Ah ouais, c'est vrai. Parce que c'est l'âme de la France aussi, la littérature. Ça fait partie de l'âme de la France. On me demande quel est le livre de référence qu'on pourrait citer sur qui relate du projet politique de Pétain, le plus intéressant. Bonne question. Moi je dirais l'histoire élémentaire de Vichy de l'amiral Offand. Je pense que c'est lui qui évoque le plus ça, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Il y a aussi un livre de l'amiral Ferney qui s'appelle Aux côtés de Pétain, parce que l'amiral Ferney a participé à l'élaboration de la Constitution qu'il voulait faire, donc ça aide un peu. Mais je pense que c'est l'amiral Offand qui a touché le plus juste, dans cette idée de rechristianisation de la France. Ouais. Alors, on me dit, dans le procès du maréchal Pétain, Pétain déclare avoir voulu sauver la France. Est-ce que ça ne résume pas tout, finalement? Évidemment qu'il a voulu sauver la France. C'est le sens de sa vie de sauver la France. Et d'ailleurs, ceux qui veulent savoir pourquoi c'est le sens de sa vie de sauver la France, lisez ce livre de Louis-Dominique Girard, Mazigheim, ou La vie secrète de Philippe Pétain. Il s'est passé quelque chose en ce moment en 1888. Je vous le dis pas, hein. Pour une fois faites le travail. Hein. Et Pétain a voué sa vie à la France. Et il l'a sauvé à 2 reprises, je pense. Et à 2 reprises, ouais. Il y en a qui sont très contents. On me dit fantastique émission, merci messieurs. Il y en a qui sont aux anges hein, quand même de ce qui a été amené. Je sais pas si l'émission est fantastique, je sais qu'en tout cas c'est ce que j'ai fait de plus utile dans ma courte vie. Alors, dans notre bien-pensance, notre doxa, il est tout à fait normal de penser que la monarchie française, donc quasiment tous les rois, étaient de mauvais tyrans. Est-ce la réalité ou cette idée vient de la première libéralisation de 1789, lorsqu'on évoque le roi Saint Louis, très pieux, humble, généreux avec son peuple, difficile de cracher dessus. Si le système était mauvais, il n'aurait pas duré si longtemps d'une part. Il a pu y avoir des rois moins bons que d'autres. Charles IX par exemple. Charles VI le fou, mais bon, lui il ne pouvait pas grand-chose, le pauvre. Il y a eu des rois plus ou moins bons, mais le principe de la société d'Ancien Régime est incritiquable. Pourquoi ? Parce que la société était organisée pour que nos âmes aillent au ciel. Et ça, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est incritiquable, et ça doit être le but de toute société humaine, faire que nos âmes aillent au ciel, et c'est ce que voulait faire Pétain. C'est ce que voulait faire Pétain. Il voulait des sociétés où les individus regardent un peu plus vers le ciel. Donc il y a pu y avoir des hommes mauvais qui ont incarné ce principe, parce que la nature humaine est ainsi faite, mais le principe est bon. Et le principe était incritiquable. Voilà. On me dit, c'est vrai, Maurras était-il le gourou de Pétain? Pourquoi a-t-il été jugé comme collabo alors qu'il était germanophobe? Alors, je n'ai pas lu le procès Maurras, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Pourquoi? Parce que l'épuration, il fallait tout liquider. Y compris à l'Académie française, par exemple. Donc, Pétain était germanophobe. Plus germanophobe tu meurs, hein, j'ai envie de dire même. Dès 1933, il a écrit des articles sur Hitler, comme quoi il fallait le buter, enfin, il y a vraiment des trucs extrêmement durs. Hein. Peut-être que si on l'avait un peu écouté sur ce point-là... Moi, Maurras, je ne connais pas très bien son œuvre. De l'Action française, je recommande surtout Jacques Bainville et Léon Daudet, qui est l'une des plus belles plumes, tiens, on parlait des écrivains, Léon Daudet est l'une des plus belles plumes du XXe siècle, et c'est poilant, et en même temps on apprend beaucoup de choses sur la classe politique de l'époque. Maurras, je connais pas vraiment, sincèrement, je connais pas de façon approfondie. Voilà. Après, moi, je bug sur Maurras sur un point précis, c'est rétablir les Orléans. Ça, non, faut pas déconner, quoi. Après, je ne jette pas toute son œuvre parce que je ne la connais pas. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Que pense Adrien du rôle de Jean Moulin dans la Résistance et son rapport à De Gaulle? C'est vrai ça, on a pas évoqué. Jean Moulin a voulu unifier la Résistance, il a voulu créer le CNR, il a voulu unifier les mouvements... Il était envoyé par De Gaulle pour ça? Oui, bien sûr. Ça, hein. Oui, parce que De Gaulle, en 1943, la Résistance s'est ralliée à De Gaulle en 1943 parce que les Anglais ont subordonné la fourniture d'armes au ralliement à De Gaulle. Exactement. Donc Jean Moulin a fédéré les mouvements de zone sud et de zone nord en un seul truc qui s'appellera le CNR. D'ailleurs, j'invite les gens à aller voir le nom des mouvements qui se sont ralliés au CNR, et je leur demande de chercher un mouvement qui a été initié à la base par le gaullisme. Ils n'en trouveront pas.
En revanche, ils en trouveront un qui s'appelle l'OCM, l'Organisation Civile et Militaire, qui a pour origine le réseau Hector, qui a été financé par les services de renseignement de l'armée de l'air, qui eux-mêmes étaient financés par les fonds secrets donnés par Pétain. Le général Bergeret qui s'en occupait en parle mieux que moi. Sachant qu'à la tête de l'OCM, initialement, il y avait un facho, d'extrême droite, cagoulard, collabo, le général Hortho, qui était tellement collabo qu'il s'est fait déporter d'ailleurs en camp de concentration. Voilà, donc dans le CNR, il y avait 7 organisations, si je ne dis pas de bêtises, à la base. Il y avait l'OCM, ceux de la Libération, Libération Nord, ceux de la Résistance, Combat, Libération Sud, et les Francs-Tireurs, qui n'étaient pas les cocos. Je dois oublier des trucs ou je dois me mettre trompé, mais en gros, j'invite les gens à aller voir le nom de ces organisations, et ils ne trouveront pas d'organisations résistantes qui ont été impulsées par De Gaulle. Et pour cause, il n'était pas là. Alors il y a une question, c'est vrai, qu'on nous a souvent posée, concernant le décret Crémieux. Pétain abolit et que De Gaulle a rétabli. Est-ce une raison de politique interne à la résistance ou était-ce pour avoir un soutien de puissants régions étrangers afin d'asseoir sa future prise de pouvoir? C'est vrai, on se pose la question. Je relis les trucs. Il abolit des mécanismes, ça ok. Oui, voilà, le décret Crémieux a été aboli par Pétain, puis rétabli par De Gaulle, et puis il se demande pourquoi De Gaulle il l'a rétabli. Alors, il y en a qui disent immédiatement pour remettre le statut des Juifs. Ce que je peux dire, c'est que sur l'abolition du décret Crémieux, je pense que si les Allemands étaient partis et que Pétain était resté au pouvoir, il l'aurait plus ou moins rétabli, je pense. Rappelons-nous la circulaire de Darlan de réintroduction progressive des Juifs dans la vie nationale, dans la communauté nationale, pardon. Donc je pense qu'il aurait fait ça autrement, mais d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que l'abolition du décret Crémieux a valu une très grande popularité, de Pétain auprès des Maghrébins. Ils aimaient beaucoup Pétain pour ça. Je sais pas pourquoi. Mais ce qui est vrai, c'est que le représentant des communautés juives d'Afrique du Nord, qui s'appelle Monsieur Alexandre, s'est rallié à De Gaulle sur cette question-là. Là, j'ai pas le truc en tête précisément. Il y a une histoire comme ça, comme quoi Monsieur Alexandre s'est rallié à De Gaulle à ces conditions-là. On peut le comprendre, de ceci étant. Voilà. Donc, alors, on nous dit, Adrien peut-il nous transposer des hommes publics, voire politiques de notre temps, avec des hommes d'avant et durant la guerre qui étaient l'équivalent de Valls aux Andes, Hollande, BHL par exemple? Oh bah des collabos, vous savez, on en trouve à toutes les époques. Ouais, c'est ce que j'ai envie de dire, on en trouve beaucoup là. Les principaux collabos de l'époque, c'est des gens comme Marcel Déat, comme Jacques Doriot, qui est de la gauche, d'ailleurs, petite parenthèse, ils sont tous de la gauche. Il y a Darnan, mais le cas Darnan est un peu plus compliqué. Philippe Henriot, qui pourrait-on citer encore comme collabo, qui on pourrait citer comme pur collabo. Il y a Benoît Méchain, le ministre Jacques Benoît Méchain. Il y a Darquier de Pellepoix, aussi, le fameux Darquier de Pellepoix, qui était aux questions juives. Il y a aussi des journalistes, d'autres journalistes qui se sont mis plus ou moins consciemment au service de l'Allemagne. Je crois que, je n'ai pas envie de dire de bêtises, d'accuser les gens gratuitement, mais je crois qu'il y avait un journal qui s'appelait Au Pilori. C'est dommage qu'ils aient souillé ce nom, parce que franchement, je trouve qu'il tape, le nom Au Pilori, ça peut être sympa quand même. Bref. Voilà, donc voilà quelques noms. Et comment dire, on me dit aussi, finalement, Pétain est moins aussi courageux que De Gaulle, puisqu'il est resté sur place défendre la France, alors que l'histoire l'a toujours traité comme un lâche. Parce que c'est vrai qu'on s'étonne, on se dit, il est quand même, s'est sacrifié un peu Pétain. Mais je vais faire ricaner les gens. Il y a une petite dimension christique quand même. Même, je vais peut-être surprendre un petit peu chez Laval. À partir des années 43, il sait qu'il va se faire, milieu 43, il sent que ça va mal finir pour lui et qu'il va se faire plus ou moins buter. Mais il reste parce qu'il pense qu'il peut amortir le choc pour la France. Il y a une question aussi. Est-ce que tu confirmes? Parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose que justement les gens de gauche ont beaucoup de mal à admettre, mais c'est bien une chambre majoritairement de gauche qui donne les pleins pouvoirs. C'est la chambre du Front Populaire. Alors après, il faut être intellectuellement honnête, c'est que il y avait quelques dizaines de députés qui à ce moment-là n'étaient pas là, parce qu'ils étaient sur le bateau le Massilia en Afrique du Nord. Et il y avait aussi quelques députés cocos qui avaient été invalidés, à cause du pacte germano-soviétique, n'est-ce pas monsieur de tout à l'heure de 40 là Le Parti communiste a été le premier parti collabo de France jusqu'en juin 41, donc les leçons là, ça suffit. Bref. Voilà.
Donc c'est bien une chambre de gauche. C'est une chambre de gauche. Non, parce que c'est des petits détails qu'on oublie souvent. Bien sûr, c'est une chambre de gauche. Voilà. C'est une chambre de gauche. Voilà, on me demande, c'est vrai, qu'est-ce que tu penses de René Guénon, ouais. Je vois pas le rapport. Ouais, mais je pense que mais c'est la gnose et qu'il faut le mettre à la poubelle. Même s'il est très intelligent et qu'on peut trouver quelques trucs justes. Monseigneur de Lassuie et Monseigneur Gaume, c'est beaucoup mieux. Et comment tu juges Robert Brasillac, fusillé à la Libération? Alors, je vais te dire, pour que je n'ai pas lu les articles qu'il a écrits à l'époque qui lui ont voulu la mort. Donc je peux pas me prononcer dessus. Sur le Brasillac politique, je peux pas me prononcer. Peut-être qu'il le méritait vraiment, peut-être qu'il ne le méritait pas. Moi je suis avocat, tu vois, et quand je connais pas un dossier, je me prononce pas. Maintenant, il y a le Brasillac écrivain. Sincèrement, le Brasillac écrivain, il a un très beau style. Alors après, ce qu'il a écrit, ça me gonfle un peu. Comme le temps passe, les 7 couleurs, ça m'a un peu gonflé. Par contre, il a écrit un roman que je trouve très bien, qui s'appelle La Conquérante, qui se passe au Maroc, et vraiment très bien. Mais Brasillac avait vraiment un très beau style, une très grande sensibilité dans son style. Et on peut parler de Robatet aussi. Ouais. Robatet, qui était, je pense, un sale bonhomme politiquement parlant, mais qui en termes de talent littéraire, il a écrit un roman qui s'appelle Les Deux Étendards, 1200 pages, mais qui est sublime. En termes de style, en termes de profondeur. D'ailleurs, il l'a écrit quand il était au travaux forcés en partie. C'est un des plus grands romans français du XXe siècle. Et pour moi, c'est le dernier grand roman français. Alors une petite conclusion, puisqu'on arrive à la fin. Voilà, on me dit, une classe de 3400 élèves, chapeau bas quand même, oui. Là, en fait, clairement, j'ai envie de dire, tu as soulevé un lièvre, là, quand même, sur cette affaire de Pétain. J'ai voulu mettre une petite balayette Ouais. à la Ve République, qui a fait tant de mal à la France. La Ve République, c'est l'ère du châtiment. Parce que moi, il y a des personnes, alors, des contradicteurs, je vais pas les citer pour pas encore les mettre plus mal à l'aise qu'ils pourraient l'être, mais qui me disaient, oui, Je mais vois pas du tout de qui tu parles. Ouais. ces débats-là ont lieu dans les années 50, et justement, toi, tu n'étais pas né, tu n'as pas pu les connaître. Je dis, bah oui, je suis désolé, mais... Et puis j'ai envie de dire, et alors Oui. Et alors Il y a des querelles théologiques qui ont lieu il y a des siècles, et elles sont encore d'actualité. Et est-ce que tu penses pas, justement, ma dernière question, que finalement, là, j'ai envie de te dire, est-ce que cette bataille-là que tu nous as décrite, puisque, tu vois, pour en revenir au cœur... C'est une bataille entre la France et l'anti-France. Voilà, elle n'est pas terminée, en fait. Mais elle n'est surtout pas terminée. Et elle sera terminée quand des patriotes authentiques seront au pouvoir. Et quand on aura foutu cette gauche aux chiottes et qu'on aura tiré la chasse 10 fois. C'est la bataille, le clivage véritable qui traverse la société française, qui n'existe plus dans l'échiquier politique français, puisque tout l'échiquier politique français actuellement, de l'extrême gauche au FN, est à gauche. En gros. Même si le FN, il y a des petites pulsions de droite de temps en temps, mais globalement, il a un logiciel qui est fondé sur les Lumières. Mais dans la société française, le clivage gauche-droite existe encore, et ce clivage gauche-droite est celui de la France contre l'anti-France. C'est clair, c'est la France contre l'anti-France. Voilà. Il nous traverse encore, et c'est le combat de demain. Seulement, il faut assimiler ce qu'est l'anti-France, bien comprendre ce qu'elle est pour bien s'occuper d'elle. Et De Gaulle est le garde-fou ultime de l'anti-France. Et voilà, je pense que ce sera une belle conclusion. En tout cas, merci Adrien d'être venu encore pour ce round 2. Et c'est moi qui remercie Meta TV surtout. Et puis et peut-être que Pétain nous remercie à titre posthume. Là, ouais, oui, ça fera pas plaisir à tout le monde. Et je dédicace cette émission au Harki et aux descendants de Harki. Parce que moi, il y a un truc qui m'insupporte, c'est que le terme de Harki aujourd'hui est devenu péjoratif. Mais moi, des gens qui ont défendu la France, qui se sont battus pour elle, même si ils n'étaient pas de ma religion, je leur crache pas à la gueule. Et eux, ils sont pas battus pour la France, pour le RSA, ni pour les HLM. Et voilà. Au moins les choses sont dites. Donc petite dédicace. Big up pour l'idée. Big up. Voilà. Ah putain, dédicace. Non mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je pense que il y aura encore. Je pense des tonnes d'encre qui vont couler après cette émission. En fait, si tu veux, quand j'ai commencé à faire parler de moi publiquement avec mon bouquin, j'ai eu une première vague de trolls qui étaient les gens de l'UPR, parce que quand je disais qu'il fallait se barrer de l'Union Européenne, vous sautez pas à Asselineau alors que vous le plagiez. On a vu à quel point après je l'ai plagié, Asselineau. Ouais. Ensuite, deuxième vague de trolls, c'est ce que j'appelle, les soralo-maghrébins, tu vois, qui... les soralo-maghrébins me reprochent de me sentir plus français que palestinien, tu vois. Bon, c'est leur droit, mais moi, mon droit, c'est d'être français. Bon. Et la troisième vague de trolls,
Et bah les gaullistes. Les gaullistes, maintenant, ça voilà, tu vas avoir des gaullistes aux fesses. Mais, voilà. bon, je crois que c'est pas bien grave tout cela. Il y a eu des croix bien plus lourdes à porter. Bon, bah, en tout cas, le combat continue. Voilà, on me dit merci pour cette émission, merci. Voilà, il y a beaucoup de gens, en tout cas, je pense, qui ont apprécié derrière. Alors, je vous dédicace tous, Grace, Mantas, Georges Opossum, Néphis, Colia, Dr Guzman, Vladjo, Caf Marron, Igabiva, Max No, QSR, Omarlen, Georges Pipo, etc. Bah, merci à vous voilà, de nous suivre. Merci à Steph à la régie et les autres aussi qui étaient là tout à l'heure. Demain, bah, ça va être métal, on va changer d'ambiance, donc voilà, grosse guitare, hein, nous qui sommes accusés d'être uniquement rap. À la base. Voilà, tu vois, on nous a accusés d'être uniquement rap, on va faire démentir encore une fois nos détracteurs, et vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, à demain.